des acteurs multiples. Alors, tout commence avec la géologie, parce que s'il n'y a pas une géologie favorable, il n'y a pas de gisement. Donc la connaissance géologique est à la base de tout, mais en soi, elle n'est pas suffisante. Donc il faut faire de l'exploration. Si on trouve un gisement, il faut le développer, l'exploiter. Il faut traiter le minerai. Un minerai, si je prends le cas du cuivre, un minerai de cuivre, c'est 0,5 à 1% de cuivre. Ce 0,5 à 1%, il faut le sortir de la roche, rejeter le reste et récupérer le cuivre, parce que le 99% qui est de la roche stérile, on va s'en débarrasser, on va le mettre au rebut, où on l'utilisera, ce qui est plus intelligent pour construire des routes, etc. Ça peut être une matière première, un déchet minier peut être une matière première, par exemple, pour la construction. Donc ça, c'est la minéralurgie, c'est la séparation, en quelque sorte, du bon grain de l'ivraie. C'est suivi par la métallurgie, c'est-à-dire on a le minéral qui porte le cuivre, en l'occurrence le plus usuel, c'est un sulfure de fer et de cuivre, mais on n'a pas encore du cuivre pur. Donc il y a tout un tas de processus qui varient beaucoup d'un métal à l'autre, qui vont permettre de récupérer le métal pur. Ça, c'est la métallurgie. Mais le monde serait trop beau si, avec le processus métallurgique, j'obtenais un métal de pureté suffisante. Ça peut ne pas être le cas. Et pour certains métaux, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la purification. Je prends un exemple que j'aime bien, qui est celui du gallium. Le gallium, à quoi ça sert? Quelqu'un a-t-il une idée? Non, bon. Les LED, les petites ampoules LED, là, et tout, ça, au cœur du fonctionnement de la LED, vous avez un petit peu de nitrure de gallium. Le gallium, c'est un métal rare, c'est un sous-produit de l'aluminium. Ce gallium qu'on extrait dans les usines de production d'alumine, parce que l'aluminium, ça se fait en 2 étapes, ce gallium qui sort de la métallurgie, il a une pureté de 99,9%. Les chimistes disent 3N. Totalement insuffisant pour les applications électroniques comme les LED. Il faut le purifier à 6 ou 7N. 6N, ça veut dire 99, et 49 derrière la virgule. Donc un métal très pur. Eh bien, ça, ce sont des PME hyper spécialisées qui ont un know-how. C'est souvent des entreprises de quelques dizaines de personnes qui ont un know-how très particulier pour l'ultra-purification du métal. Sauf que si vous mettez une croix, cette PME disparaît, vous mettez une croix là, tout ce qui est derrière, et qui peut être par exemple un Airbus ici, ou une voiture, ou une éolienne, ou tout ce que vous voulez, eh bien, crac, ça s'arrête aussi. Or, nous vivons dans des sociétés, nous vivons dans un monde, en Occident, d'une grande fragilité, parce que nos sociétés industrielles ont développé des concepts comme just in time, zéro stock, c'est-à-dire quand je suis fabricant de voitures, je n'ai pratiquement plus de stock, je suis livré au fur et à mesure de mes besoins. Je n'entrepose pas chez moi des stocks monstrueux de moteurs, de boîtes de vitesse, etc. Le just in time, c'est juste à temps, c'est-à-dire je suis organisé pour recevoir les choses juste au moment où j'en ai besoin. Alors ça, c'est merveilleux quand tout ce système-là ronronne et qu'il est sous contrôle, mais il risque fort de ronronner de moins en moins bien en Occident. Parce que vous allez voir qu'une partie de ce cycle, il n'a plus lieu en Occident. Et en partie ce qu'on appelle la désindustrialisation. Et ça menace gravement ce qui est en aval. Alors qu'est-ce qu'il faut? C'est pour vous montrer un peu la complexité des choses. Ici, ce sont les étapes pour démarrer une mine. Alors en jaune, il y a un fond jaune et un fond vert. En fond jaune, c'est le rôle de l'État, en général, à travers le monde, et en vert, c'est plutôt le rôle des investisseurs privés. Alors l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des cartes géologiques et des inventaires, en utilisant des méthodes géophysiques, etc., à grande échelle, pour montrer où, sur le territoire d'un pays, il y a du potentiel minéral. En France, on a fait ça de 1975 à 1992, et puis ça s'est arrêté. Parce qu'à l'époque, les cours des métaux étaient très bas, il n'y avait plus de motivation économique, et ça s'est arrêté. Sur la base de ces indications qui sont très préliminaires, ce sont des cartes au 100 millième, ce n'est pas ultra précis, des investisseurs privés vont prendre des permis. Ça les guide quand même en leur disant, là, il y a des indications qu'il pourrait y avoir de l'or, de l'uranium, du plomb, que sais-je. Ils prennent un permis et ils vont faire de l'exploration. Sauf que l'exploration, déjà, il faut compter, alors c'est des chiffres canadiens,
En moyenne, une campagne d'exploration comptait 2 millions de dollars, pendant 3 ans, 6 millions de dollars, ou 5 millions d'euros, si vous préférez. Déjà, vous voyez qu'il faut mettre de l'argent sur la table. Mais ce qu'est le début de l'histoire. Rappelez-vous, investissement moyen avant de mettre en production, c'était tout à l'heure, 400 millions de dollars. Ensuite, si on trouve quelque chose au cours de l'exploration, ça c'est des sondages, des tranchées, des choses comme ça, on va faire des études conceptuelles, on va dire, ah bah tiens, les premières indications me montrent que j'ai peut-être un gisement de telle taille, donc il pourrait soutenir une production journalière de temps. Comment ce projet se situe-t-il par rapport à des projets similaires à travers le monde? Parce qu'on a des bases de données qui permettent de faire ça. Donc le plus rapidement possible, j'essaie de voir comment je me situe par rapport au marché, à ma concurrence, etc. Si tout va bien, je vais passer à l'étude de préfaisabilité. Là, je vais cerner tous les paramètres, c'est-à-dire comment je vais exploiter. Est-ce que c'est à ciel ouvert, en souterrain? Est-ce qu'il me faut des camions comme ci, comme ça? Quelle méthode de traitement du minerai? Quels problèmes environnementaux vais-je avoir à gérer? Comment je vais faire pour fermer la mine proprement? Parce que c'est obligatoire d'intégrer les plans de fermeture dans les schémas initiaux miniers. On n'est plus à l'époque où on peut se permettre d'abandonner un site en disant c'est la société qui en fera face aux conséquences. En France, ça coûte très cher aux contribuables. C'est les pratiques héritées du passé. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Quand vous développez un nouveau gisement, vous êtes obligé de présenter aux autorités le plan de fermeture. Comment vous allez faire pour qu'il n'y ait pas des problèmes d'effondrement, de pollution après la fin de l'exploitation. Petit à petit, vous allez passer à l'étude de faisabilité. Là, l'étude de faisabilité, vous allez cerner tous les paramètres de votre exploitation avec une précision de l'ordre de 10%. Et c'est ce dossier qui va vous permettre d'aller voir les investisseurs qui vont vous aider à financer votre projet. Alors, rien qu'une étude de faisabilité, j'ai un exemple précis pour un projet de terres rares au Groenland. C'est un gros gisement. L'investissement en capital pour mettre en production le gisement avec l'usine de séparation des terres rares qui va bien, c'est un peu plus de 2 milliards de dollars. Et l'étude de faisabilité, à elle toute seule, c'est 64 millions de dollars. On parle quand même d'industrie lourde et d'études pour le moins complexes. Si j'ai franchi tous ces obstacles, et si j'ai réussi à réunir le financement pour développer mon gisement, je vais construire et mettre en production. Et puis, quelques années, quelques dizaines d'années, voire plus de 100 ans après, je vais un jour fermer mon gisement. Alors, je ne vais pas vous détailler ça, mais quand on regarde l'industrie minérale et qu'on regarde quels sont les risques, si il y a des plaisantins qui disent qu'une des meilleures façons de perdre de l'argent, c'est d'investir dans le secteur minier. Parce qu'il y a d'innombrables risques quand on développe un projet, quand on est dans l'industrie minérale. Il faut savoir déjà qu'entre le moment où on découvre un gisement et le moment où on va le mettre en exploitation, il se passe en général 10 à 15 ans. Donc c'est extrêmement lent. Donc entre-temps, le marché peut avoir disparu. Vous pouvez dire, ah oui, je développe un gisement parce que je sais qu'il y a un super marché sur l'aluminium ou que sais-je, et puis manque de chance, 15 ans après, quand vous êtes prêt à mettre en production, pour des raisons réglementaires ou de changement de technologie, votre marché s'est profondément modifié. Alors des risques, il y en a une pléthore, il y a des risques dits politiques, par exemple un changement des règles fiscales, tout bêtement. Un État dit, ah bah oui, tiens, c'est bien, l'industrie minérale, on lui a posé une taxe à 10%, on va la mettre à 20%, parce qu'on a besoin d'argent, toute ressemblance avec des faits pouvant exister dans certains pays serait un effet du hasard. Je suis contribuable comme vous. Le pouvoir discrétionnaire de l'État en matière d'attribution des permis, la France est malheureusement un très mauvais exemple de ce genre de choses. Le code minier français n'est pas un modèle de transparence, donc l'État a vraiment un pouvoir régalien d'attribuer ou pas un permis sans qu'on sache très bien selon quels critères. Ça se passe quelque part dans les corridors du CGIET ou de certains ministères. Le manque de cohérence des réglementations, il peut y avoir un droit minier bien établi, mais la liaison avec le droit environnemental ou le droit fiscal, etc., peut être pas claire du tout. Je me rappelle d'une histoire d'écureuil volant qui a bloqué des projets miniers en Suède, parce que personne ne savait comment il fallait gérer le problème de l'écureuil volant qui avait été détecté sur la zone minière. Toutes sortes de choses, parce que tout bêtement, l'État ne sait plus comment administrer le secteur minier. Je pense qu'en France, si on voulait relancer l'industrie minérale, il y aurait peut-être un problème,
on n'a peut-être plus beaucoup de gens en France, au niveau de l'administration, capables de gérer convenablement l'instruction d'un dossier minier. Ça demande des compétences, et je ne sais pas celles qu'on a vraiment encore. Des problèmes de mauvaise gouvernance, de corruption, etc. Des risques liés aux infrastructures, par exemple des problèmes d'alimentation en eau, en énergie. L'industrie minérale est une grosse consommatrice d'énergie. Des risques économiques, la volatilité des cours des matières premières. C'est absolument extraordinaire. Si vous regardez des graphes d'évolution des cours, ne serait-ce que du cuivre, même au parc Astérix, leurs montagnes russes ne sont pas aussi belles. Donc il y a une très grande volatilité des cours des matières premières. Quel cours allez-vous retenir pour faire votre étude de faisabilité? Une bonne question. Les risques techniques. Les mineurs disent souvent qu'on connaît bien un gisement quand on a fini de l'exploiter. On a beau faire des sondages, etc., et faire des extrapolations entre les sondages, parce qu'on ne peut pas faire autrement, il y a une part d'inconnu. Parfois, les gisements peuvent avoir des géométries très complexes, et on peut faire des erreurs parfois assez lourdes d'appréciation initiale, et la réalité naturelle est, elle, très différente, peut être très différente de ce qui était anticipé au départ. Il y a quelques cas assez connus. Des risques sociétaux, par exemple l'opposition tout bêtement des riverains, de la population, au projet minier. Rapidement comme ça, quel est le rôle de l'État, quel est le rôle des investisseurs, des opérateurs, qui parfois sont publics eux aussi. En Suède, qui est un pays minier important en Europe et qui est un pays minier qui se développe, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont des entreprises très proches du secteur public. Donc le rôle de l'État, c'est à la fois d'acquérir la connaissance de base, de faire la promotion de son territoire, de dire aux investisseurs, tenez, là il y a du potentiel, et puis c'est de réguler, c'est un mot fondamental, il y a besoin de régulation et d'administration. Parce qu'on ne peut pas laisser des opérateurs faire n'importe quoi, et malheureusement, en absence de régulation, on voit des dérives, il y a plein d'histoires de ce genre. Donc la régulation est un aspect extrêmement important. Alors, il y a des responsabilités conjointes entre les opérateurs et l'État qui sont des fonctions d'observation, c'est-à-dire l'opérateur s'est engagé à un certain nombre d'obligations contractuelles, il faut que l'État soit en mesure de vérifier que ces obligations sont bien respectées. Et donc la question du développement de la transparence, de ce que les anglo-saxons appellent le social accountability, c'est quelque chose d'extrêmement important. On doit pouvoir trouver moyen de mesurer les impacts environnementaux, les impacts sociaux, parce qu'ils peuvent être positifs comme négatifs. Donc il faut bien trouver un moyen, des indicateurs, et être en mesure, en toute transparence, de mesurer ces impacts tout au cours de la vie du projet minier pour voir s'il y a des dérives et éventuellement les corriger. Le rôle de l'opérateur, c'est bien sûr d'opérer, d'exploiter. Et puis, il y a tout un aspect conjoint encore qui est la facilitation. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la période où une société minière venait sur un territoire déterminé et mettait des barbelés, en mettant à l'intérieur de ces barbelés, c'est chez moi, et à l'extérieur des barbelés, c'est chez toi, ça c'est fini ça. C'était la méthode cow-boy. Donc aujourd'hui, les entreprises minières, dans la plupart des pays, sauf dans quelques dictatures, doivent s'intégrer dans un tissu social avec des cultures qui varient d'un pays à l'autre, etc. Donc cette question de communication avec les riverains, d'interopérabilité entre les sociétés minières et le tissu social dans lequel elles opèrent, c'est une question absolument fondamentale pour l'acceptabilité de cette industrie, qui par ailleurs est une industrie vitale pour nous tous. La formation des entrepreneurs locaux, là ça s'adresse surtout aux pays en développement, où il y a un besoin énorme de former des cadres et des opérateurs locaux, les questions d'intégration locale, d'accès au financement et tout. Alors qui est concerné par l'industrie minérale ? Je dirais nous tous, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais autour d'un projet minier gravitent d'innombrables parties prenantes qu'il faut d'une manière ou d'une autre associer. Alors en plus, elles ont des intérêts évidemment contradictoires, divergents, conflictuels. Il faut arriver à le gérer. Un projet moderne, c'est la bonne gestion de toutes ces parties prenantes pour que quelque part elles se reconnaissent ou elles aient leur part d'intérêt
dans le projet que porte l'entreprise minière.